Le sujet de la conférence, donc le métier de technico-commercial. On a tous en tête des caricatures de commerciaux. Le commercial pied dans la porte, ou celui qu'on repousse et qui passe par la fenêtre. Ou alors on a tous entendu l'histoire du commercial, ah bah celui-là il vendrait de la glace aux Esquimaux, c'est vraiment un bon commercial. En tout cas, il y a d'un côté des représentations et puis d'un autre côté des réalités. Et c'est l'objet de l'intervention, une intervention à 4 mains aujourd'hui avec Pierre-Emmanuel Foyard, qui prendra la parole dans une deuxième partie de l'intervention, avec pour objectif de vous faire découvrir le métier de technico-commercial, c'est la partie à laquelle je vais m'atteler, et puis de partager des informations sur le marché de l'emploi et les opportunités que ces métiers représentent. Une des choses sur lesquelles on voudrait commencer, c'est peut-être un témoignage. Je vais raconter mon parcours au fur et à mesure de la présentation, mais je suis notamment formateur dans des formations de Bac+1 à Bac+5. Et chaque fois en introduction de mes cours, j'interpelle les étudiants sur qu'est-ce que c'est être commercial aujourd'hui. Et je suis toujours surpris par la résignation qui est associée à ce métier. Il le faut, c'est le système aujourd'hui, c'est de la manipulation, mais il faut bien passer par là. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est à l'opposé, en tout cas que j'ai du mal à considérer qu'on puisse envisager une carrière professionnelle en se mettant dans des dynamismes comme celui-ci. Alors certes, le métier de technico-commercial, c'est des qualités techniques, c'est des connaissances de produits, des connaissances de marché, des connaissances de clients, c'est de l'organisation, c'est des matrices à faire, des tas de choses. C'est de la résistance à la pression, au stress, c'est acquérir, avoir une force de persuasion. Mais ça, c'est des choses dans lesquelles vous êtes fort, et puis on peut facilement être fort. En tout cas, un de mes points sur le métier de technico-commercial, c'est que aujourd'hui, les ordinateurs vendent du produit ou du service très bien. Il y a des algorithmes très puissants et très intelligents qui sont capables de vous demander ce dont vous avez besoin, puis de vous proposer un produit, un prix, des remises sur quantité, et puis peut-être une vente additionnelle si vous avez cliqué dans les bonnes cases. La valeur ajoutée du commercial aujourd'hui, c'est les qualités humaines. C'est l'empathie, c'est l'écoute, c'est justement l'honnêteté, l'optimisme, la remise en cause, l'enthousiasme. C'est la persévérance, la patience, la communication, la curiosité. C'est tout ce qui fait que, finalement, c'est assez intéressant d'être humain. Et justement de sortir de cette représentation, de dire le commercial, c'est juste une machine à vendre. Non, c'est une machine à entendre, c'est une machine à écouter, c'est une machine à intégrer et à prendre en considération. Le métier de technico-commercial, c'est des tas de métiers différents. Et c'est aussi une des richesses de ce métier-là, c'est-à-dire qu'on peut commencer effectivement technico-commercial, je vends un produit technique et je fais un peu de porte-à-porte, un peu d'organisation, puis ça peut être aussi de l'intégration commerciale, ça peut être de la gestion de projet, ça peut être de l'ingénierie technique financière pour arriver à faire des beaux projets, de la belle vente de solutions. C'est des niveaux d'interlocuteurs. Aujourd'hui, sur des métiers de commerciaux, il n'est pas rare que dans les circuits de décision, vous deviez parler à des comités de direction, à des grands directeurs, des managers intermédiaires, à des utilisateurs, que ce soit des assistants commerciaux, des techniciens ou des gens qui sont plus dans du process. Voilà. C'est, quoi qu'il en soit, un travail d'équipe. Et notamment, pour reboucler à ce que je disais juste avant, la valeur ajoutée que le commercial apporte aujourd'hui, elle est dans l'humain, dans l'intégration des paramètres, de multiparamètres humains. Et c'est avant tout un métier d'équipe, voilà, et de choses qui n'existent pas. Parce que pour vendre du produit, encore une fois, basique, il y a des machines qui font ça bien mieux que nous. Technico-commercial, donc voilà, quelques réalités. Et puis, ce que j'aime bien aussi dans ce métier, c'est ce que j'ai voulu symboliser dans ces icônes, c'est la nécessité du savoir-faire, du savoir-être. Alors, on en parle souvent de ces savoir-faire et savoir-être, on les met un peu à toutes les sauces. Et le savoir-faire du commercial, du technico-commercial, c'est effectivement des techniques de vente. Le savoir-être, c'est tout ce qui touche aux qualités humaines que j'ai pu aborder tout à l'heure. Et tout ça au service de quoi ? Au service, finalement, d'une meilleure employabilité. C'est-à-dire que mon propos, il est aussi de dire qu'une fois que vous avez goûté au métier du technico-commercial, au métier de commercial plus largement, on sait faire des tas de choses. On sait conduire des entretiens, on sait négocier, on sait se comporter en réunion, on sait être agrégateur de talents. C'est important parce que c'est un métier qui présente des passerelles, qui a plusieurs étapes. À un moment où on travaille plus longtemps dans nos vies, à un moment où nos envies changent, à un moment où les carrières sont parfois aussi plus contraintes, c'est important de bien avoir conscience que les savoir-faire et les savoir-être du commercial, ils sont duplicables. Voilà, ils aident beaucoup à travailler l'employabilité.
En ce qui me concerne, simplement, pour terminer sur une note plus personnelle, et qui est à l'instar de ce que je voudrais montrer sur ces métiers-là, moi j'ai un parcours qui est fait d'opportunités, c'est-à-dire que j'ai empilé des diplômes de bac plus 2, pardon, puis plus 3, puis plus 4, pour arriver sur des métiers qui sont du porte-à-porte, et puis un peu de phoning, et puis une carrière dans l'industrie, à des tas de postes commerciaux divers, de techniques commerciaux, d'ingénieurs commerciaux. Et c'est là où j'ai appris des tas de choses, donc du parcours un peu institutionnel, pour arriver à l'opportunité. Et l'opportunité, c'est par exemple, à ce jour, pour moi, de travailler dans la transmission, c'est quelque chose de très important, et qui touche encore une fois aux valeurs humaines associées à ces métiers-là, donc dans la transmission, puisque donc, je suis maître de conférences associé à Lyon 1, puis j'interviens également dans d'autres universités en Rhône-Alpes. À l'opportunité aussi parce que dans cette transmission et dans cet accompagnement, donc j'ai créé ma structure il y a 2 ans maintenant afin de pouvoir accompagner des TPE et des PME dans un process commercial et de pouvoir effectivement aider à prendre en compte ces considérations. Pour faire le lien peut-être avec la conférence d'avant, s'il y en a qui étaient, sur l'entrepreneuriat, les chiffres qu'on donne, en règle générale, ils sont qu'au bout de 3 ans, il y a à peu près la moitié des structures qui ont des difficultés, notamment liées à des process commerciaux. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur l'idée, on travaille beaucoup sur le concept, et puis on oublie parfois un peu le développement. Alors il y a des belles structures pour ça, mais voilà, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. En tout cas, des carrières Pulse, la mienne, elle est Pulse, ma formation est Pulse, ma carrière est Pulse, elle se complète, et je trouve que c'est une des richesses que permet ce métier-là, de facilement rebondir et d'être très transversal dans l'ensemble des approches. Pourquoi j'aime ce métier? Je vous l'ai dit, mais c'est parce qu'il permet une évolution, des niveaux de progression, encore une fois, dans les métiers, pour le développement de compétences et de capacités transversales, pour la curiosité qu'il est nécessaire d'avoir pour faire ce métier, mais du coup que ce métier nous permet de développer, et puis pour l'inventivité qui est nécessaire aussi associée à ce métier, sur la vente de solutions, sur la recherche de solutions avec ses clients, et encore une fois quelque chose qu'on peut facilement déployer et partager par la suite. J'ai terminé les quelques éléments que je voulais vous présenter, qui sont plus un prétexte à discuter, quoi qu'il en soit, à l'issue de la conférence. Pierre-Emmanuel, si tu veux bien venir et nous faire un portrait peut-être du marché de l'emploi des commerciaux, technico-commerciaux. Bonjour à tous. Comme François a pu parler de son parcours, je vais parler un petit peu du mien aussi. Comme j'ai abordé le sujet avec un étudiant, finalement, je pense que c'est important. Moi, en fait, je travaille chez Monster, le site de solutions de recrutement, et je suis commercial grand compte. Si je suis là aujourd'hui, c'est qu'en fait, François était mon professeur de négociation commerciale. Et moi, au départ, je viens vraiment d'un parcours technique. J'ai eu un bac mécanique, génie mécanique. J'ai été 1 an à l'INSA de Lyon. J'ai fait 2 ans à l'IUTB en génie mécanique. Donc aujourd'hui j'ai bifurqué, mais l'idée aujourd'hui c'est de vous parler vraiment du métier de technico-commercial, et moi sur l'aspect marché, un petit peu ce que vous pouvez en attendre et ce que le marché aussi attend comme type de profil. Si on regarde ces chiffres, si on prend ces 3 chiffres, 800 000 aujourd'hui, c'est le nombre de commerciaux, alors pas forcément technico-commerciaux, mais technico sur le marché. 100 000, c'est le nombre, alors c'est toujours des estimations difficiles à faire, mais le nombre de postes de commerciaux qui auraient à pourvoir aujourd'hui en France. 15%, ça c'est une donnée de notre site Monster, mais je pense que c'est assez révélateur du marché, puisqu'on a un site généraliste, et c'est le nombre de nouveaux CV créés. Il y a 15% de ces nouveaux CV créés qui sont des CV de commercial. Alors on va parler chiffres, parce que souvent c'est un sujet qu'on nous pose quand on est commercial, et c'est rare d'avoir des vraies données. Donc là j'ai les données d'un cabinet de recrutement connu qui s'appelle Hayes. Un technico-commercial va gagner entre 1 833 € brut et 5 500 € brut par mois, donc en moyenne 3 667. C'est des chiffres à peu près représentatifs. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, pour avoir déjà le salaire net, vous vous multipliez par 0,70 et vous n'avez pas encore payé les impôts, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Pour expliquer un petit peu ces salaires,
il faut comparer. Si par exemple on prend un commercial débutant qui va travailler dans le BTP, qui n'est pas forcément le secteur où les salaires sont les meilleurs, qui va être un commercial sédentaire, il faut différencier le commercial terrain, le commercial sédentaire, et puis qui va être dans une entreprise qui n'est pas forcément une multinationale, on peut estimer par exemple que le salaire serait de 22 000 euros par an. Encore une fois, c'est variable. Un exemple, c'est pour l'opposer à peut-être un commercial plus chevronné qui travaillerait dans un secteur très pointu. Là, j'ai mis le nucléaire, qui serait commercial terrain, qui serait un commercial avec plus d'expérience et qui serait dans un grand groupe et qui pourrait atteindre 50 000 euros par an. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Effectivement, en fonction du type d'entreprise dans laquelle vous allez travailler, il y aura des différences en fonction du secteur sur lequel vous allez être. C'est peut-être des réflexions à prendre en compte, peut-être ses goûts, et puis aussi qu'est-ce que le marché a à vous proposer. Ça peut être intéressant de se renseigner si, comme j'en parlais avec l'étudiant tout à l'heure, on n'est pas sûr, peut-être partir sur une fonction ou sur un secteur qui recrute plus. Actuellement, par exemple, les technologies de pointe, l'informatique sont des secteurs qui recrutent et qui sont prêts qui vous donneront des salaires plus attractifs. On parlait de l'évolution. L'évolution, alors elles sont nombreuses. Ça peut être chef de secteur en tant que commercial. Ça peut être aussi directeur commercial. J'ai mis les fourchettes des salaires qu'on peut attendre aussi sur ce type de poste, sachant que c'est plutôt réservé à des commerciaux confirmés qui sont prêts à faire de l'encadrement et qui sont plutôt issus de formations type master ou école de commerce. Alors j'ai mis ça aussi parce que c'est comment est construit le salaire. C'est souvent une question qu'on a. Moi, ce sont les chiffres que j'ai trouvés, je les nuancerai peut-être. Donc 70%, ce sera le salaire fixe auquel vous pouvez vous attendre. 30%, ce sera le salaire variable. Les salaires sont rarement plafonnés. Si vous dépassez vos objectifs, vous pouvez créer votre rémunération. Ça peut être aussi très, très motivant. Je pense que plus vous débuterez, plus la partie fixe sera faible et plus la partie variable sera importante. Pour la partie recrutement, souvent aussi j'ai des questions depuis que je suis depuis 5 ans chez Monster sur ça. Ne pas hésiter à aller chercher de l'information où elle est. J'en ai mis une, comme je savais qu'il y aurait beaucoup d'étudiants. Voilà un petit peu le type chez les technico-commerciaux là, spécifiquement, le type de formation des technico-commerciaux en poste aujourd'hui. Il y a une majorité de bac plus 2 et après c'est assez variable. Les parcours, comme François parlait de son parcours et moi aussi, ils peuvent être très variés pour les commerciaux. Là, c'est plus sur la partie recrutement et stratégie recrutement et vous, stratégie en tant que candidat. Je suis souvent, c'est une diapositive qui me tient à cœur, je suis souvent surpris par les questions que je peux avoir. Aujourd'hui, on peut trouver toutes les informations qu'on veut sur Internet. L'information est partout, un petit peu nulle part en même temps. C'est difficile à synthétiser en effet. Mais souvent, on me pose des questions. Voilà, est-ce que tu aurais des postes? Tu travailles chez Monster, est-ce que tu aurais des postes à fournir? Alors que les personnes n'ont pas pris le temps de faire leur CV. Et même avant le CV, c'est très important de réfléchir au parcours et à la carrière qu'elles veulent. Et puis de s'inscrire sur les sites. Là, j'ai mis différentes solutions pour trouver. Il y a les réseaux sociaux professionnels, même les réseaux sociaux classiques aujourd'hui vous permettent de trouver des postes. Les sites comme Monster, vous pourrez trouver. Do You Buzz, c'est un site intéressant si vous voulez regarder pour créer son CV en ligne, être visible. Les forums, le réseau. Essayez de multiplier les sources. Faites-vous... Restez rare quand même, il ne faut pas être trop présent, mais voilà, réfléchissez à quel type de métier, le type de métier que vous voulez faire, le type de fonction que vous voulez avoir et élaborer une formation. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour certains étudiants, mais c'est peut-être la même démarche. Allez chercher l'information là où elle est avant de commencer vos démarches. Ça, c'est un point qui était plus sur la partie de François, mais qui me tenait vraiment à cœur sur le commercial et sur l'idée qu'on peut avoir d'un commercial. Et c'était important parce que moi, je viens d'une formation technique et je sais qu'il y a souvent des étudiants qui sont peut-être plus introvertis, qui ont moins l'habitude de s'exprimer en public ou d'aller rencontrer les gens. Ne pas hésiter, si on
si on n'a pas une phobie du contact humain, à partir sur ces métiers. Aujourd'hui, le commercial avec la chat, on a souvent cette image peut-être du vendeur de téléphone portable, le vendeur de voitures. C'est pas que ça un commercial aujourd'hui, un vrai vernis technique, une compétence réelle va vous permettre de faire la différence. C'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui. Oui, il faudra les rappeler pour qu'ils signent le bon de commande. Oui, il faudra les relancer, aller les voir plusieurs fois, être attentif à leurs besoins, être dans l'écoute. Mais la compétence, le savoir-faire sont aujourd'hui, et c'est l'intérêt pour les d'être un bon technico-commercial, c'est surtout ça qui va faire la différence aujourd'hui. Dernier point, on pourra échanger par la suite. Voilà, moi je suis présent sur LinkedIn. Mon nom c'est Pierre-Emmanuel Foyard. Ceux qui ont des questions à me poser, notamment sur les formations ou le recrutement et sur les candidatures. J'ai aussi un Twitter sur le sujet des RH. Donc si vous me cherchez Pierre-Emmanuel Foyard, vous trouverez. Carte de visite aussi, ça marche toujours, donc je peux la donner à ceux qui ont encore des questions sur ces sujets. Et puis pour terminer, effectivement, on a un petit peu de temps, on est en avance, donc si vous avez des questions pour François ou pour moi, nous sommes à votre écoute. Oui, au fond. Oui, souvent on dit que technico-commercial, c'est un peu un travail sans horaire vraiment fixe. Est-ce que c'est vraiment un travail prenant du lundi au dimanche où on réussit quand même à se garder un petit moment pour soi dans tout ce travail? C'est une excellente question. C'est ce que j'avais voulu illustrer justement avec cette diapositive où on comparait. C'est très vaste. Effectivement, je pense que quand on est commercial, on peut être amené quand même à dépasser ses horaires et peut y avoir des saisonnalités. Peut-être la fin d'année va être un moment où on va beaucoup plus travailler. Je pense qu'il faut être capable de partir tôt un jour et puis rester beaucoup plus tard un autre jour pour faire la différence au moment où il y a besoin de la faire. Vous êtes au service des clients, ça peut être un petit peu difficile pour certaines personnes aussi, il faut se poser cette question. Les clients sont très sollicités, ne vous attendent pas forcément, donc il faut un petit peu pousser la porte, se rendre disponible quand ils sont disponibles. Généralement, vous avez vos week-ends quand même. La difficulté aussi, je pense, du travail de commercial, c'est que c'est le début qui est difficile, paradoxalement, beaucoup plus quand on rentre dans une entreprise, quand on rentre dans un secteur d'activité. Il faut défricher peut-être un portefeuille qui n'a pas été travaillé pendant longtemps, aller à la rencontre des clients et on va passer beaucoup plus de temps. Alors que paradoxalement, peut-être au bout de quelques années, les clients nous connaissent, sont en attente de ce qu'on peut leur proposer, sont contents de vous voir, de vous revoir. Et donc finalement, avec le temps, le métier devient plus facile et plus confortable. Si je réponds à peu près à votre question. Oui, c'était bien ça. Merci. Juste apporter peut-être une précision, faire moins peur que tu ne le fais. J'ai eu plusieurs postes et dans des sphères commerciales et un des postes que j'ai eu où j'étais responsable commercial au sens propre du terme, c'est celui où j'avais l'emploi du temps le plus sympa. Alors, je rejoins Pierre-Emmanuel, c'est les clients qui pilotent, d'accord ? Mais c'est les engagements qu'on prend aussi avec les clients. Une des questions aussi, je me permets peut-être de contextualiser, mais être disponible, savoir partir plus tôt, etc., c'est compatible aussi avec des vies de famille. Moi, je suis père de famille, j'ai des collègues féminines qui sont mères de famille, pardon. Donc, que ce soit pour des papas ou des mamans, on sait gérer aussi d'une manière ou d'une autre des enfants, des crèches, des écoles. Bon, je crois que c'est important aussi à dire, parce que c'est certes un engagement horaire, c'est certes un métier à disposition de personnes, et à la fois, voilà, c'est pas une dispo H24, on n'est pas d'astreinte quand on est commercial, à la différence d'un technicien qui effectivement peut être plus H24. Je me permets juste cette précision. Je crois qu'il y avait une question à droite. Ah pardon, allez poser la question et puis on... Bonjour, ma question c'est le lien entre la réussite dans ce poste-là et le goût pour le produit ou le service qu'on vend. En fait, je veux savoir s'il y a un lien. Est-ce qu'on est performant quand on aime le produit ou est-ce qu'un vrai technico-commercial peut vendre n'importe quoi? La glace aux Esquimaux.
C'est la glace aux Esquimaux. Alors, je me permets peut-être de revenir là-dessus. Pas sur le dessin de glace, hein, plus là-dessus. Je suis toujours surpris quand les étudiants m'interpellent sur mais non, c'est le système, etc. Et en fait, ça l'est. Et effectivement, je pense qu'on peut rester dans un cercle vertueux dans ces métiers, qu'on a un intérêt pour ce qu'on vend. Alors l'intérêt, on le trouve. J'ai travaillé 20 ans dans les gaz industriels. Alors, je n'ai pas une passion incroyable pour les gaz industriels, l'oxygène, l'azote, l'argon. J'ai découvert ça, mais j'ai surtout découvert les qualités humaines qui sont associées à ça. Mais je pense que ça aide quand même. On a tous des domaines de prédilection, des choses qu'on aime, et on passe notre vie à acheter des choses. Quand j'ai des étudiants qui me disent moi ce que j'aime c'est le foot et c'est tout, et ben vends des ballons de manière un peu caricaturale. Mais je crois que c'est quand même aujourd'hui dans les opportunités, le marché de l'emploi qu'a décrit Pierre-Emmanuel, je pense qu'il y a des possibilités pour justement s'y retrouver à titre personnel, et puis aussi avoir des candidatures qui se dégagent des autres en disant ça fait du sens de venir là pour moi et voilà pourquoi. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est plus le goût du challenge, de faire un bon chiffre d'affaires que le produit lui-même, j'ai l'impression. C'est pas suffisant d'aimer le produit, si ? Ah non, c'est pas suffisant, bien sûr, c'est les deux. C'est des qualités techniques aux qualités humaines, il y a besoin des deux. Du savoir-faire, du savoir-être. Oui. Et je passe des qualités techniques aux qualités humaines en disant, à mon sens, ce métier est intéressant pour les qualités humaines, mais les qualités techniques sont bien nécessaires. La résistance à la pression, la résistance au stress, le faire de tout ce que vous disiez, d'aller sur le goût du challenge, c'est comme ça, c'est effectivement des choses qui sont nécessaires. Est-ce que ça répond à votre question ? On peut poursuivre aussi. Je vais juste apporter peut-être une précision sur ce sujet. C'est toujours la réflexion, surtout quand on cherche est-ce qu'on va partir sur quelque chose qu'on aime énormément ? Est-ce que si j'aime je sais pas, le textile, est-ce que je vais partir sur ce secteur-là alors que c'est peut-être bouché, mais je sais que je serai plus performant, mais les salaires seront moins bons ? Est-ce que je vais partir sur un autre secteur parce que j'ai des qualités commerciales ? C'est aussi une stratégie. On se rend compte, je me rends compte peut-être au bout de 5 ans qu'à un moment il y a peut-être un plafond de verre si on n'aime pas assez, c'est une question à se poser, si on n'aime pas assez ce qu'on fait. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, je pense qu'on peut à peu près vendre n'importe quoi, je pourrais vendre à peu près n'importe quoi. Est-ce que je serais bon ou aussi bon dans chacun des secteurs ? Notamment, la conférence d'avant c'était sur l'entrepreneuriat, on se rend compte que pour éviter ce plafond de verre, les 2 fondateurs de Ben & Jerry sont morts de diabète ou de conséquences du diabète parce qu'ils mangeaient leur glace toute la journée. Si on ne croit pas à un moment vraiment à ce qu'on fait, ça pose un problème. J'ai des amis qui vendent de l'armement. C'est une question à se poser. Est-ce qu'on veut le faire ? Chacun met les curseurs là où il veut, mais c'est des questions à se poser aussi. Bonjour. Lorsque je vais sur des sites d'emploi, très souvent pour les postes de commerciaux, on me demande de parler l'anglais. Est-ce que c'est tout le temps un impératif pour eux ou est-ce que finalement les annonces sont un peu biaisées ? C'est une très bonne question. J'avais pris un chiffre justement, je suis passé un petit peu vite sur celui-ci que je ne connaissais pas. On peut estimer que pour un technico-commercial, en général, c'est 23% de salaire en plus pour quelqu'un qui est bilingue anglais-français. C'est vrai et à la fois faux. Moi, je travaille chez Monster, donc c'est une entreprise américaine. L'anglais est un plus. J'ai eu quelques fois des interlocuteurs en anglais sur des boîtes, des entreprises internationales, malgré le fait que l'interlocuteur était basé en France. Donc ça peut servir. En même temps, quand on dit il faut absolument aujourd'hui, quand on est commercial, parler anglais, être bilingue, c'est faux. La réalité, c'est que dans assez peu de postes nécessitent réellement de l'anglais au quotidien. Et les recruteurs ont peut-être tendance à rayer cette liste quand ils trouvent le profil qui correspond bien. Si vous avez la possibilité néanmoins de vous former en anglais, c'est important parce qu'un jour, peut-être vous raterez une opportunité de poste alors que vous êtes idéalement le bon candidat, tout ça parce que vous n'avez pas pris le temps de vous former en anglais. Si vous trouvez un premier poste, ne pas hésiter à se former, à toujours avoir le niveau. C'est le latin aujourd'hui de l'Europe et du monde, et notamment pour les commerciaux. Ne pas vous fermer de porte, se fermer une porte avec l'anglais, c'est peut-être dommage. Si je réponds à votre question.
En conclusion, Bonjour. ah oui, pardon, excusez-moi, allez-y. Une petite question. Aujourd'hui, c'est quoi la différence réelle entre un commercial et un ingénieur technico-commercial, plus précisément? Qu'est-ce qu'on attend de lui en entreprise, par exemple? La capacité, la vente de solutions, le produit qui n'existe pas. Voilà, je dirais ça. L'intégration, c'est ça. Dans mon dernier métier, c'est ça que je faisais. Dans mon dernier métier en poste, dans une grosse entreprise. C'était l'ensemble des tâches qui étaient dans ma mission. Voilà. Là, c'est du travail d'ingénierie commerciale. C'est à ce titre-là que je l'entends. Et c'est l'évolution parfaite, enfin, ou parfaite en tout cas, qui est parfaitement représentée entre, je commence en porte-à-porte, ce qui quand même fait rêver à peu près personne aujourd'hui, je dois croire. En tout cas, je prends les paris. Et puis des choses qui sont un peu plus excitantes de cet ordre-là. Voilà. C'est une partie de réponse. Peut-être que sur l'éclairage marché, il y en a une autre. On parlait de biotechnologie, par exemple, et tout à l'heure, je suis allé peut-être un peu vite. Je peux aujourd'hui faire le poste de n'importe quel commercial. Une semaine pour me former, ça devrait suffire. Sur la biotechnologie, par exemple, il va falloir, votre interlocuteur va avoir un champ lexical particulier, des attentes particulières, et effectivement, la réponse qu'il voudra sera pointue, sera forcément adaptée à sa problématique. L'ingénieur technico-commercial est aujourd'hui capable de mettre en place une solution complexe qui réponde à un problème précis, et on sera beaucoup moins sur une négociation de prix, sur une négociation de service. On sera vraiment, est-ce que vous êtes capable, oui ou non, votre entreprise est-elle capable, oui ou non, de répondre à sa problématique? Est-ce que vous, quand vous revenez suite au rendez-vous, vous êtes capable de parler avec les techniciens chez vous pour mettre en place la solution et expliquer exactement le problème du client et mettre en place une solution à lui proposer un mois plus tard, clé en main, et en lui disant voilà, c'est ça dont vous avez besoin aujourd'hui pour répondre à votre problématique technique. L'ingénieur technico-commercial est moins spécialisé que l'ingénieur dans un domaine donné. Néanmoins, il est capable de parler avec tous les intervenants du processus de vente en interne et chez le client pour mettre en place cette solution. Donc ça va être vraiment le niveau de spécificité. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du côté bagou commercial ou qu'on attache beaucoup, qui est important, ce contact, ce sens du contact, cette capacité d'expression. Néanmoins, aujourd'hui, sur un domaine particulier, j'utilise le nucléaire, la biotechnologie, ça évoque la même chose, c'est-à-dire que c'est tellement pointu que ces capacités humaines, même si elles sont très importantes, passeront après la capacité technique. On veut d'abord quelqu'un qui est capable de répondre à la problématique du client, si je réponds à votre question. Une petite question. Scientifique avec une double compétence commerciale ou commercial avec une petite connaissance scientifique, quel est le regard du recruteur? Alors, ce qui est intéressant, avant qu'il me réponde sur le regard du recruteur, c'est qu'on a les profils inversés, justement. Moi, je suis commercial avec un petit vernis technique, et voilà. Les deux, c'est effectivement, ça va vraiment dépendre du type de poste et de l'attente du recruteur. De toute façon, ça dépendra de la formation qu'on a faite au départ. Donc à partir de là, c'est s'adapter. C'est est-ce que je suis technicien, ingénieur et je me rends compte que finalement je fais mon stage, ça a été mon cas, et ça ne me correspond pas. J'ai compris comment ça marche, comment marchait un système technique ou mécanique. Malheureusement, au quotidien, je ne m'épanouis pas. Je suis capable de faire ce métier, mais il y a un plafond de verre et donc ça pose problème. Ou est-ce que effectivement, je suis bon technicien, bon commercial, je peux vendre n'importe quoi et je vais me spécialiser. Mais là aussi, il y aura un plafond de verre à un moment qu'on est dans des domaines très spécifiques. Il y a une limite à la formation. Quand on a eu 5 ans de formation d'ingénieur, en étant commercial et en se formant, on n'atteindra jamais le même niveau. Ça reste deux métiers différents. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quoi qu'il en soit, on peut continuer un moment d'échange. On n'a pas de stand, mais à la fin de la salle ou devant ou au café. Avec plaisir. En conclusion, simplement le message de passer, vendre son âme au diable, le titre est un peu accrocheur et à la fois il renvoie à votre question.
Mais vous avez de l'or entre les mains. C'est surtout ça le message du jour. Vous avez de l'or entre les mains sur ces métiers-là. Voilà. Merci à vous.